Un mardi matin calme, des convois agricoles sont arrêtés au poste de contrôle du Nord, installant un silence inhabituel dans la routine du Burkina Faso. Sans coup de feu ni banderole, un décret suspend indéfiniment les importations agricoles occidentales, évaluées à 2,7 milliards de dollars et bouscule des dépendances construites depuis des décennies. Quel prix une nation accepte-t-elle de payer quand planter devient un acte de souveraineté? Et pourquoi Ibrahim Traoré choisit-il d'assumer ce risque sous le regard attentif de tout un continent? Une décision discrète, mais une onde de choc appelée à dépasser largement les champs du Sahel. Cette histoire promet plus qu'un récit agricole. Elle éclaire un choix stratégique qui touche à l'économie, à la souveraineté et au quotidien de millions de personnes. En suivant cette décision pas à pas, le lecteur comprend ce que ce pari signifie concrètement. Moins de dépendance immédiate, mais aussi plus d'incertitude à court terme. L'enjeu n'est pas seulement de savoir si le Burkina Faso peut produire sans intrants occidentaux, mais de mesurer ce que coûte la reconquête d'un droit longtemps externalisé. Derrière les slogans et les images symboliques, il existe des risques réels. Rendement instable, tension sur les prix, pression internationale accrue. Mais il existe aussi une promesse, celle de reprendre le contrôle sur ce qui est planté, échangé et transmis aux générations suivantes. À travers ce prisme, la décision portée par Ibrahim Traoré devient un test grandeur nature, observé bien au-delà des frontières nationales. Ce qui est en jeu dépasse un pays. C'est la question de savoir si l'autonomie peut redevenir une option crédible dans un système mondialisé. En 3 semaines seulement, une interdiction évaluée à 2,7 milliards de dollars a suffi à déplacer le centre de gravité du débat agricole au Burkina Faso. Ce chiffre n'est pas un détail comptable, il résume des décennies de dépendance aux semences importées et aux engrais chimiques venus de l'extérieur, désormais interrompus par décision politique. Pour comprendre la portée de ce geste, il faut revenir au fonctionnement ordinaire des campagnes burkinabées. Depuis des années, une grande partie des récoltes repose sur des intrants occidentaux, fournis par des circuits d'aide, de crédit ou de partenariats commerciaux. Les semences arrivent conditionnées, accompagnées de contrats, de calendriers et de normes décidées ailleurs. Les agriculteurs ne choisissent de plus seulement quand semer, mais quoi semer et à quelles conditions. C'est cette mécanique que la décision attribuée à Ibrahim Traoré vient brusquement interrompre. Le décret n'est pas présenté comme une rupture idéologique, mais comme une limite posée à une dépendance jugée excessive. Dans les discours officiels, l'agriculture n'est plus décrite comme un secteur technique, mais comme un levier de souveraineté. Le vocabulaire change, on parle de dignité, de mémoire agricole, de capacité à décider. Le contexte régional renforce cette lecture. Le Burkina Faso se situe au cœur du Sahel, une zone marquée par l'insécurité, la pression climatique et la fragilité économique. Dans ce cadre, toute perturbation des chaînes d'approvisionnement est immédiatement perçue comme un risque majeur. C'est pourquoi, dès l'annonce du décret, des institutions internationales et des médias occidentaux évoquent un scénario de pénurie rapide. À l'intérieur du pays, pourtant, la réaction initiale est différente. Il n'y a ni manifestation massive, ni ruée immédiate. On observe plutôt une phase d'attente ponctuée d'initiatives locales, échange de semences traditionnelles, réouverture de stocks oubliés, discussions dans les villages. Ce décalage entre la lecture extérieure et l'expérience intérieure constitue le premier paradoxe de cette décision. Dans les premières semaines, ce ne sont pas les chiffres qui racontent le mieux la transition, mais les visages et les gestes observés sur le terrain. Dans la région de Kaya, des entrepôts remplis d'engrais importés sont scellés sans heurts.
À leur place, des camions publics distribuent des sacs de cendres, de paille et de déchets animaux, présentés comme des alternatives locales. Le changement est concret, immédiat et visible. Au centre de ce basculement se trouvent des figures ordinaires devenues guides malgré elles. Yakuba, agriculteur de 62 ans, explique à un journaliste local que son père cultivait le mil sans engrais chimiques et nourrissait une famille entière. Son témoignage, relayé sur les réseaux sociaux, agit comme un rappel. Ces pratiques ne sont pas nouvelles, elles ont simplement été mises de côté. Ce type de récit circule rapidement, renforçant l'idée d'un savoir oublié plutôt que d'une invention radicale. L'État accompagne ce mouvement par un cadre symbolique. L'initiative porte un nom qui revient souvent dans les conversations. Opération Souveraineté verte avec des objectifs clairs. Restaurer 1 million d'hectares, relancer les semences indigènes et créer des centres de production d'engrais organiques. De jeunes ingénieurs quittent la capitale pour former les coopératives rurales, tandis que les radios locales répètent un message simple: planter avec son sol, pas avec sa peur. Dans ce contexte, la figure d'Ibrahim Traoré reste volontairement sobre. Les apparitions publiques sont rares, les discours courts, souvent centrés sur l'effort collectif plutôt que sur la promesse de résultats rapides. Cette retenue contribue à calmer les attentes tout en installant un sentiment de sérieux. L'impact précoce est donc moins mesurable en tonnes récoltées qu'en confiance retrouvée, posant une question centrale: ce capital symbolique peut-il résister aux premières difficultés concrètes? Le basculement s'opère en 3 temps distincts, presque mécaniques, que les acteurs locaux décrivent comme un déclenchement, un point de tension, puis une série de répliques. Avant le décret, les importations agricoles structuraient le calendrier rural. Les semences arrivaient, les engrais suivaient, et les saisons se déroulaient selon un schéma connu, même s'il était contraignant. Après la décision, ce rythme est brutalement rompu. Le déclencheur est administratif, mais ses effets sont immédiats. Les postes de contrôle du Nord stoppent les convois sans incident. Les conteneurs sont scellés, les stocks figés. En quelques jours, les marchés sentent la rupture. Les prix des produits importés augmentent rapidement, parfois du simple au double, notamment pour le riz et l'huile de cuisson. Les files d'attente s'allongent, non par panique, mais par anticipation. Les ménages ajustent leurs achats, réduisent certaines habitudes et observent. Vient ensuite le moment de tension. Les médias internationaux multiplient les avertissements, évoquant une famine imminente et un effondrement économique en moins de 6 mois. Des notes internes d'institutions financières qualifient la décision de dangereuse. À l'intérieur du pays, la pression est réelle mais diffuse. Les pluies tardent dans certaines régions. Des cultures montrent des signes de maladie faute de pesticides chimiques. Les agriculteurs expérimentent, parfois à tâtons, des mélanges de cendres et de plantes pour protéger leurs champs. C'est à ce stade que le discours politique devient plus audible. Ibrahim Traoré apparaît à la télévision nationale sans mise en scène excessive. Il insiste sur un point précis: l'indépendance a toujours un coût, et la question n'est pas de l'éviter, mais de décider qui le paie et pour quel avenir. Cette formulation circule largement, reprise sur les radios et les réseaux sociaux, transformant une contrainte matérielle en débat collectif. Les répliques, enfin, prennent une forme inattendue. Il n'y a pas d'émeutes ni de manifestations massives. À la place, on observe des regroupements locaux. Les agriculteurs échangent des conseils, partagent des semences d'ascensions anciennes, rouvrent des bibliothèques de graines oubliées. Les jeunes, souvent partis vers les villes, commencent à revenir, équipés de téléphones et de caméras, documentant chaque étape de la nouvelle saison de plantation. Ces images circulent assez rapidement, donnant un visage humain
à un processus souvent décrit de manière abstraite. Sur le plan symbolique, la rupture s'approfondit. Des segments d'information occidentaux sont remplacés à la radio nationale par des chansons et des messages axés sur la dignité et la patience. Dans les villages, les anciens transmettent des savoirs pratiques, tandis que les plus jeunes redécouvrent des gestes qu'ils n'avaient jamais appris. La transition n'est ni fluide ni garantie, mais elle est vécue comme un passage, non comme une crise immédiate. À ce stade du fil des événements, une interrogation domine. Cette dynamique collective, encore fragile, peut-elle tenir lorsque les premières récoltes viendront confronter les espoirs aux résultats concrets? Avant le décret, l'agriculture burkinabé fonctionnait selon un socle bien identifié, une forte dépendance aux intrants importés financés par des circuits d'aide, de crédit et de subventions. Après la décision, ce socle est remplacé par un système transitoire plus local mais aussi plus incertain. C'est ce passage du avant au après que les premiers indicateurs permettent d'éclairer sans pour autant conclure. Le premier chiffre souvent cité est celui de 2,7 milliards de dollars, correspondant à la valeur estimée des importations agricoles suspendues. Pris isolément, il suggère une perte massive. Replacé dans le contexte, il représente surtout l'ampleur de la dépendance initiale. Ce montant ne mesurait pas uniquement des volumes physiques, mais aussi des contrats, des obligations et des calendriers décidés hors du pays. La coupure ne supprime pas instantanément ces besoins, mais elle modifie la manière de les satisfaire. Un deuxième indicateur concerne les prix intérieurs. Dans les jours qui suivent l'annonce, certains produits importés voient leur coût doubler sur les marchés urbains. Ce delta était brutal, mais concentré sur des biens spécifiques, notamment le riz et l'huile. Les céréales locales, elles, restent relativement stables à court terme. Cette divergence révèle une chose essentielle. La vulnérabilité n'est pas homogène. Elle touche davantage les ménages urbains dépendants des importations que les zones rurales habituées à l'autoconsommation partielle. Le troisième élément chiffré est plus prospectif. Le programme officiel annonce la restauration de 1 million d'hectares de terres agricoles à moyen terme. Ce chiffre ne correspond pas à un résultat, mais à un objectif. Il sert de repère pour évaluer l'écart entre l'ambition affichée et la capacité réelle de mise en œuvre. À ce stade, seuls des projets pilotes et des distributions ciblées d'intrants organiques sont observés, insuffisants pour mesurer un impact agrégé. Ces trois données, limitées mais cohérentes, dessinent un tableau nuancé. Elles montrent que la décision ne provoque ni effondrement immédiat, ni amélioration rapide. Elle déplace plutôt les contraintes. La dépendance financière et logistique à l'extérieur est réduite tandis que la pression sur l'organisation locale augmente. Les agriculteurs doivent être compensés par plus de travail, d'expérimentation et de coordination. Dans les discours publics, Ibrahim Traoré insiste sur cette phase intermédiaire. Il ne promet pas de gains rapides, mais assume une période de rendement incertain. Cette posture vise à aligner les attentes sur la réalité mesurable, plutôt que sur des projections optimistes. Les chiffres deviennent alors des outils de cadrage, non des preuves de succès. À ce stade, l'analyse quantitative remplit surtout une fonction: rappeler que la transition a un coût visible, mais aussi que ce coût peut être comparé à celui, plus diffus, de la dépendance prolongée. La question centrale reste ouverte. Combien de temps cette phase de delta peut-elle durer avant que les indicateurs ne basculent durablement dans un sens ou dans l'autre? Les critiques les plus solides de cette orientation avancent deux arguments principaux, souvent présentés comme pragmatiques plutôt qu'idéologiques. Le premier concerne le risque alimentaire. Suspendre brutalement les importations d'intrants occidentaux, disent-ils, expose un pays déjà vulnérable à des chocs climatiques et sanitaires.
Dans une région marquée par des pluies irrégulières et des sols fragiles, les semences d'ignore améliorées et les engrais chimiques sont perçus comme des amortisseurs indispensables. Sans eux, une mauvaise saison pourrait se transformer en crise humanitaire, avec peu de marge de correction. Le second argument porte sur l'économie politique. Les détracteurs estiment que l'autonomie agricole affichée masque une fragilisation financière. Les importations suspendues représentaient aussi des flux de crédit, d'assistance technique et d'accès aux marchés internationaux. En s'en retirant, le Burkina Faso risquerait d'isoler ses producteurs, de réduire sa capacité d'exportation future et de s'exposer à des mesures de rétorsion commerciale. Dans cette lecture, la souveraineté proclamée aurait un coût structurel supérieur à ses bénéfices symboliques. Ces objections méritent d'être prises au sérieux, car elles reposent que sur des précédents historiques et des contraintes bien réelles. Toutefois, les éléments observés sur le terrain introduisent qu'acquis des nuances importantes. D'abord, la dépendance antérieure n'éliminait pas le risque de pénurie, elle le déplaçait. Malgré des décennies d'intrants importés, l'insécurité alimentaire persistait dans certaines zones rurales, suggérant que la stabilité promise n'était ni totale ni durable. Ensuite, l'isolement économique n'est pas absolu. La décision ne coupe pas l'ensemble des échanges, mais reconfigure les priorités. Les ressources issues d'autres secteurs, notamment miniers, sont redirigées vers des importations jugées essentielles, comme le carburant ou les médicaments. Cette réallocation indique une hiérarchisation plutôt qu'un retrait global du système mondial. Dans ce cadre, la position d'Ibrahim Traoré s'inscrit moins comme un rejet du commerce que comme une tentative de renégociation des termes de dépendance. Le pari consiste à accepter une période de tension contrôlée pour réduire, à terme, une vulnérabilité chronique. La controverse ne porte donc pas sur l'existence des risques, mais sur la question décisive. Lesquels sont les plus supportables à long terme, ceux de la transition ou ceux du statu quo? À mi-parcours, la décision prend un sens plus large que celui d'un simple choix technique. Ce qui se joue n'est pas uniquement la manière de produire, mais la manière de décider. En suspendant les importations, l'État ne cherche pas à optimiser un rendement immédiat. Il modifie le centre de gravité du pouvoir agricole. Les semences, les calendriers et les méthodes cessent d'être définis à l'extérieur pour redevenir des objets de débat interne. Cette bascule explique pourquoi les réactions dépassent rapidement le cadre national. Dans plusieurs pays voisins, des syndicats agricoles et des groupes communautaires expriment leur solidarité, non parce qu'ils partagent exactement la stratégie, mais parce qu'ils reconnaissent combien la question posée. Qui contrôle ce qui nourrit une population contrôle une part essentielle de son avenir. À partir de là, le décret cesse d'être perçu comme un risque isolé et devient un signal. Dans ses interventions publiques, Ibrahim Traoré insiste sur cette dimension. Il ne parle pas de victoire, mais de passage. Il ne promet pas l'abondance, mais la responsabilité. Cette rhétorique modérée tranche avec les lectures extérieures, plus alarmistes, créant un contraste net entre l'intention affichée et les projections de crise. Le point médian révèle donc un déplacement fondamental. L'enjeu n'est plus de savoir si la récolte sera meilleure ou pire cette année, mais si le droit de choisir mérite d'être défendu même lorsqu'il est coûteux. C'est à partir de cette question que les conséquences deviennent irréversibles. Les effets de la décision commencent à se matérialiser différemment selon les groupes concernés, révélant une réalité plus fragmentée que les récits globaux. Pour l'État d'abord, la suspension des importations agricoles entraîne une reconfiguration des priorités. Les autorités doivent arbitrer entre soutien aux producteurs locaux, gestion des stocks existants et maintien de la stabilité sociale.
Cette pression oblige l'administration à agir plus directement sur le terrain, notamment par la coordination logistique et la communication, afin d'éviter que l'incertitude ne se transforme en méfiance. Du côté des entreprises, l'impact est contrasté. Les importateurs et distributeurs de produits agricoles occidentaux voient leurs activités ralentir brutalement, parfois s'arrêter. À l'inverse, de petites structures locales liées au compostage, au stockage des semences ou à la transformation artisanale gagnent en visibilité. Ces acteurs ne compensent pas encore les volumes perdus, mais ils occupent un espace économique qui était jusque-là marginal. Cette redistribution ne crée pas une croissance nette immédiate, mais elle modifie la structure du tissu productif. Pour les ménages, les conséquences sont les plus sensibles. En zone urbaine, la hausse rapide de certains prix pèse sur le budget quotidien. Les familles adaptent leur alimentation, réduisent la part de produits importés et se tournent davantage vers des céréales locales. En milieu rural, la situation est différente. Les agriculteurs subissent l'incertitude des rendements, mais conservent un accès direct à une partie de leur production. Cette asymétrie explique pourquoi la tension sociale reste contenue malgré les difficultés réelles. À l'échelle régionale, l'effet dépasse les frontières. Dans plusieurs pays voisins, des débats parlementaires et des prises de position publiques évoquent l'exemple burkinabé. Certains responsables politiques y voient un précédent dangereux, d'autres une source d'inspiration. Cette polarisation transforme une décision nationale en référence régionale, amplifiant ses répercussions symboliques. Le Burkina Faso n'est plus seulement observé pour ses résultats, mais pour ce qu'il représente dans un contexte de dépendance partagée. Dans ce paysage, Ibrahim Traoré apparaît moins comme un gestionnaire de crise que comme un catalyseur. Sa posture publique, centrée sur la responsabilité collective plutôt que sur la promesse de succès rapide, contribue à stabiliser les attentes. Il ne nie pas les coûts supportés par les différents groupes, mais les inscrit dans une trajectoire plus longue où les bénéfices potentiels sont différés. Ces conséquences concrètes dessinent un tableau sans triomphalisme ni effondrement. Elles montrent une société sous tension, mais en mouvement, confrontée à un choix assumé. La question devient alors pratique et immédiate. Cette recomposition peut-elle s'équilibrer avant que les coûts ne dépassent la capacité d'absorption des acteurs concernés? À ce stade, la question qui s'impose n'est plus ce qui a été fait, mais ce qui peut raisonnablement se produire dans les mois à venir. Trois scénarios se dessinent, chacun reposant sur des enchaînements plausibles plutôt que sur des promesses. Le scénario de base suppose une continuité prudente. Les rendements restent irréguliers, sans effondrement généralisé ni reprise spectaculaire. Les cultures locales couvrent une part stable des besoins ruraux, tandis que les zones urbaines continuent donc d'ajuster leur consommation. L'État maintient des mesures de soutien ciblées et une communication constante pour éviter les paniques. Dans ce cas, la transition ne produit pas de gains immédiats, mais elle ne dégénère pas non plus en crise ouverte. Le coût est absorbé progressivement au prix d'un effort soutenu. Le scénario optimiste repose sur une coordination accrue. Les pluies se stabilisent. Les pratiques agroécologiques s'améliorent grâce à l'apprentissage collectif et les échanges régionaux compensent partiellement les manques. Les filières locales gagnent en efficacité, réduisant la pression sur les ménages urbains. La confiance accumulée devient un facteur économique à part entière, facilitant l'investissement local. Dans cette trajectoire, la décision initiale commence à produire des bénéfices visibles, non pas par abondance, mais par résilience accrue. Le scénario pessimiste, enfin, combine plusieurs chocs. Une mauvaise saison agricole, des maladies de culture mal contrôlées et une pression internationale renforcée convergent.
Les stocks s'amenuisent, les prix augmentent plus largement et la patience sociale s'érode. Dans ce contexte, l'État doit arbitrer entre un assouplissement partiel de la mesure ou un durcissement au nom de la cohérence politique. Ce scénario ne signifie pas un effondrement automatique, mais il teste sévèrement la capacité d'absorption du pays. Dans les trois cas, le rôle d'Ibrahim Traoré reste déterminant, non comme garant de résultats, mais comme gestionnaire du tempo. Accélérer trop vite risquerait de fragiliser l'ensemble, tandis qu'hésiter pourrait dissoudre le sens du choix initial. La clé n'est donc pas de prédire l'avenir, mais de reconnaître une logique simple. Si les contraintes sont inévitables, leur séquençage peut faire la différence entre une transition soutenable et une rupture subie. Pour le lecteur, cette transition n'est pas qu'un sujet lointain ou abstrait. Elle renvoie à des expériences familières, même hors du Burkina Faso. Pour les ménages urbains d'abord, la situation rappelle ce que signifie vivre avec des choix alimentaires contraints. Ajuster ses achats, remplacer des produits devenus chers, redécouvrir des aliments locaux. Ces gestes résonnent avec des épisodes vécus ailleurs lors de crises économiques ou de ruptures d'approvisionnement. Pour les producteurs, l'histoire touche à une autre dimension, le rapport au travail et au risque. Cultiver sans les outils habituels oblige à expérimenter, à échouer parfois et à apprendre collectivement. Beaucoup reconnaîtront cette tension entre sécurité immédiate et autonomie à long terme, qu'il s'agisse d'agriculture, d'artisanat ou même de trajectoire professionnelle. Le choix n'est jamais neutre et ses coûts sont rarement répartis équitablement. Pour une troisième catégorie, celle des observateurs internationaux ou des membres de la diaspora, le récit agit comme un miroir politique. Il interroge la place accordée à la dépendance dans les modèles de développement dominants. Soutenir un système stable mais asymétrique ou accepter une phase d'incertitude pour redéfinir les règles. Ce dilemme dépasse largement le cadre africain. Il traverse aussi les débats sur l'énergie, l'alimentation ou la technologie dans de nombreuses régions du monde. En filigrane, l'expérience burkinabé invite à une réflexion plus personnelle. Jusqu'où sommes-nous prêts à accepter des compromis pour préserver un confort immédiat? À quel moment la capacité de choisir devient-elle plus importante que la promesse de stabilité? Sans donner de réponse toute faite, cette séquence pousse chacun à situer sa propre ligne de tolérance entre sécurité et autonomie. À ce stade, la transition ne peut plus reposer uniquement sur des symboles ou des ajustements spontanés. Elle exige une feuille de route lisible, structurée autour d'actions concrètes et mesurables. Les autorités définissent d'abord une priorité claire, sécuriser la prochaine saison agricole. Cela passe par l'identification des zones les plus vulnérables et par une allocation ciblée des ressources locales afin d'éviter une dispersion inefficace des efforts. La deuxième étape concerne la montée en compétences. Des équipes techniques issues des universités et des centres de formation sont déployées dans les zones rurales pour accompagner les coopératives. Leur mission est précise: transmettre des méthodes reproductibles de fabrication d'engrais organiques, améliorer la conservation des semences indigènes et documenter les résultats. Le succès se mesure ici par l'adoption effective de ces pratiques, non par des annonces. Troisièmement, la coordination régionale devient essentielle. Des échanges intra-africains sont renforcés pour compenser certaines pénuries, notamment via des accords logistiques et des corridors d'approvisionnement alternatifs. Cette étape vise à réduire la pression sur les marchés urbains et à lisser les variations de prix, un indicateur clé de stabilité sociale. Une quatrième dimension touche à la communication. L'État, sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, cherche à maintenir une transparence minimale sur les difficultés rencontrées, reconnaître les limites,
Publier des bilans intermédiaires et ajuster le cap en fonction des données disponibles permet de préserver la confiance même en l'absence de résultats spectaculaires. Enfin, l'évaluation continue clôt le cycle. Des indicateurs simples comme l'évolution des surfaces cultivées localement ou la diversité des semences utilisées servent de repère. Cette feuille de route n'élimine pas les risques, mais elle transforme une décision politique en processus gouvernable. Au terme de ce parcours, le débat revient à des images simples, presque silencieuses, déjà croisées plus tôt. Dans les villages, des agriculteurs comme Yakuba continuent de trier leurs semences à la main, répétant des gestes appris avant l'ère des intrants importés. Rien n'indique une victoire éclatante, mais quelque chose a changé dans la manière de se tenir face à la terre. Le sol n'est plus seulement un support de production, il redevient un héritage à transmettre. Cette transformation explique la retenue du discours officiel. Ibrahim Traoré ne célèbre pas un succès, il accompagne un processus. Ses interventions publiques évitent le triomphalisme et rappellent que l'autonomie n'est pas un état final, mais une pratique quotidienne. Dans cette posture, la patience devient une vertu politique autant qu'agricole. Chaque saison apporte son lot d'incertitudes, mais aussi de repères nouveaux. Le rappel du motif initial est volontaire. Ce ne sont ni les chiffres, ni les slogans qui portent la transition, mais l'acceptation collective d'un effort prolongé. Les attentes sont abaissées, mais le sens est clarifié. La dignité n'est plus une promesse abstraite, elle se manifeste dans la capacité à choisir, à tenter, à ajuster. Planter, c'est reprendre le droit de décider. Cette phrase, simple et répétée, résume l'essentiel. Au-delà des résultats immédiats, une ligne a été tracée. La suite de cette histoire ne se joue pas uniquement au Burkina Faso. Elle se déploie dans les discussions, les comparaisons et les choix que d'autres sociétés commencent à formuler face à leur propre dépendance. L'expérience observée ici invite moins à l'imitation qu'à l'interrogation. Elle pose une question simple mais exigeante. Jusqu'où un collectif est-il prêt à aller pour préserver sa capacité de choisir, même lorsque cette liberté a un coût visible? Ce récit ne demande pas une adhésion immédiate ni un jugement définitif. Il propose un espace de réflexion où les certitudes économiques rencontrent des aspirations plus profondes liées à la dignité et à l'autonomie. Chacun peut y projeter sa propre réalité, qu'il s'agisse d'alimentation, d'énergie ou de travail. Si cette trajectoire vous interpelle, la discussion mérite d'être poursuivie calmement, sans slogan ni caricature. Partager ce questionnement, c'est reconnaître que les modèles dominants ne sont pas immuables et que d'autres chemins peuvent être explorés. La conversation reste ouverte. Selon vous, à quel moment la sécurité cesse-t-elle de valoir le renoncement au choix?